Alors, donc on est reparti pour la deuxième partie. Donc, critique sans spoiler. Alors, déjà, moi, je voulais parler de la partie technique. Donc, c'est pas une réalisation grandiose, hein, il y a rien d'incroyable. C'est pas aussi graphique qu'on a pu voir dans les séries précédentes, notamment Daredevil, qui était très typé rouge. Bon, logique, costume rouge, le diable, l'ambiance et tout le reste. Moi, que je trouvais assez classieuse en termes de photos. Oui, c'est pas la réal pure, hein, enfin, bon, c'est aussi un choix de réal quand même malgré tout. Jessica Jones c'était plus une tonalité bleue froide, correspondait à la froideur du personnage. Luke Cage c'était le jaune, donc le t-shirt jaune, certainement pour une patine de l'image aussi particulière parce que le jaune ça fait un petit peu vieille page jaunie justement, hein, vieux catalogue. Iron Fist, j'ai jamais réussi à déterminer le truc. Est-ce que c'était le vert? Je sais pas. J'ai trouvé qu'il y avait rien de ce point de vue-là qui était très fort. Donc, bah, même chose dans cette série. En fait, ben, c'est pas bien réalisé, mais sans folie, sans dinguerie, sans point de vue fort. Voilà. Donc, ça se contente de raconter l'histoire. Dans un rythme, comme je l'ai dit plus tôt, qui est classique dans les séries Netflix, mais qui pour une fois est vraiment cohérent avec ce que ça raconte en fait, puisque l'histoire, c'est l'histoire d'un homme brisé, un homme qui a perdu sa famille, qui est déjà un premier traumatisme, qui rentre d'une guerre extrêmement violente, enfin, c'est un pléonasme, hein, guerre violente. Le rôle en tout cas qu'il avait dans cette guerre est un rôle extrêmement violent pour un soldat malgré tout. Ce qui est une deuxième raison de pas aller très très bien. Troisième raison de pas aller très très bien, c'est que ce monsieur a fait partie des forces spéciales et donc a fait des choses qui sont pas forcément très propres. Alors c'est un soldat, un bon soldat, ça doit obéir aux ordres, c'est ce qu'attendent justement la hiérarchie, hein. Le militaire pour au service du politique et donc du politique du peuple, pour les intérêts du peuple. Donc ça veut aussi dire accepter de se salir les mains. Oui, voilà. Bon. Donc il a mené ce type d'action puisque de toute façon il était excellent dans ce qu'il faisait et c'est pas quelqu'un qui, pas un grand philosophe, on va dire ça comme ça. Par contre c'est un très bon tacticien. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'action. Donc ça fait trois bonnes raisons déjà d'aller mal, d'aller très très mal, d'essayer de se reconstruire d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il essaye de faire au départ, hein, il est toujours très très mal. Et finalement, de fil en aiguille, il se retrouve à être contacté par des gens qu'il ne connaît pas, étranges. Évidemment, on pense qu'il est mort, oui c'est ça, j'oubliais aussi, puisque avec la série Daredevil, on pense qu'à la fin de la série, le grand public pense qu'il est mort. Donc, il a une nouvelle identité. Il vit sous cette nouvelle identité, ou plutôt survit comme un automate. Perdu entre sa violence intérieure, la violence du monde, euh, l'aspect cocotte minute de sa personnalité, c'est-à-dire que si ce mec pète un câble, bah, franchement, c'est chaud. C'est franchement chaud. C'est chaud pour tout le monde. Franchement, ouais, c'est très très chaud. Voilà. Donc la réalisation suit vraiment très bien ça. Et ce qui est intéressant justement, et ça je trouve que c'est assez fort, c'est qu'avec le Punisher, on aurait pu faire une série complètement trash, avec du sang tout le temps, de la violence tout le temps, du, du, ouais, fan service dans le sens où, ok, hein, on a un fou dangereux, donc on joue à fond cette vibe.
Ou inversement, on aura pu jouer plus sur le côté vraiment super-héros du personnage, voilà, tacticien hors pair, presque parfait, logique très graphique, du crâne régulièrement mis à jour, un armement incroyable, on se demande d'où est-ce qu'il peut le sortir. Et ben non, ils ont choisi justement le contraire. Ils ont choisi vraiment d'être à fleur de peau au niveau du personnage, de le banaliser extrêmement, voire de le clochardiser. Et c'est très fort parce qu'en fait, il y a des montées d'adrénaline qui, elles, vont jusqu'au bout. C'est une série extrêmement violente, mais pas comme ce que je disais au départ, c'est-à-dire que pas 95% de violence, quoi. Non, pas du tout. Il y a des pics de violence, je dirais 15-20% de la série sont des pics de violence extrêmement violentes, hein, c'est violent de dingue. Voilà, c'est extrêmement violent. Euh, mais en fait, c'est justement ce contraste qui est intéressant, c'est la banalité de ce qu'on voit, enfin la banalité de comment c'est montré, c'est présenté, presque comme si on s'endormait au fur et à mesure dans l'esprit de Frank Castle. On s'endormait. On était pris comme lui dans une gangue de non-contrôle personnel, de, 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 de recherche d'un but, et d'un coup, la bête à l'intérieur se réveille, et là, on s'en rend compte, c'est bien que ça va arriver, on le sent, mais on est toujours surpris. On est toujours surpris de voir ça, sachant que c'est aussi la problématique de la bestialité euh, et de la dualité justement de l'homme, animal, esprit, extrêmement puissante dans la série. Extrêmement puissante, vraiment. Donc l'épisode, l'un des meilleurs épisodes de Daredevil, la série télé, et justement l'épisode du toit où pendant tout l'épisode il y a un débat philosophique sur la justice entre Matt Murdock et Frank Castle. Débat déjà super intéressant, donc il y a un du comics, tout ça, enfin bon, super intéressant. Surtout dans le contexte de l'Amérique. Donc là, c'est vraiment ça sur la série et c'est malin. C'est malin d'avoir joué sur cet aspect-là parce que en fait, on, on mesure la moindre de ses réactions, la moindre de ses relations, en se disant quel bouton va le faire exploser ou pas. Ah tiens, pourquoi il explose pas là? Alors évidemment, on se doute bien au fur et à mesure que ça va le faire, hein, qu'il va péter un plomb. Mais c'est surtout pourquoi il explose pas. Pourquoi il explose? Est-ce que justement, il a quand même un minimum de contrôle sur lui ou pas? Euh, et donc la réelle le montre très bien. Le scénar aussi. Puisqu'en fait, le scénar prend à bout de bras l'ensemble des thématiques liées aux vétérans, quoi. Enfin, encore une fois, c'est couillu à mort, hein, parce que donc faut savoir que la série devait sortir plus tôt, mais avec le massacre de Las Vegas, bah, forcément ils ont repoussé la série et ça se comprend totalement, hein, parce que en fait la série ne parle que de ça, elle ne fait que parler de ça, voilà. Que parler de ça. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à tuer d'autres gens dans une situation civile? Est-ce que c'est vraiment si différent que le faire dans une situation de guerre? Ah, c'est une vraie question. C'est vraiment une vraie question. Donc ça parle de ça, ça parle de la guerre, ça parle de la mort, ça parle des armes, ça parle des crimes de guerre, de l'obéissance ou de la non-obéissance, des lanceurs d'alerte, du concept de vétéran, de la résilience, et c'est extrêmement contemporain, et ça le traite de bout en bout. Alors j'ai eu des critiques qui disaient que non, c'est sur la surface. Bon bah ouais, je veux bien qu'il soit plus précis quand il parle de surface, hein, mais quand même, encore une fois, c'est un film, enfin je veux dire, c'est un divertissement quand même malgré tout. Voilà, c'est pas une thèse non plus. Donc non, chaque personnage euh, a son rôle à jouer sur tous les éléments que je viens de donner. Donc justement, on va un peu détailler sur les personnages.
et les acteurs. Donc pareil, alors John Berntal, je sais, Laurent, je sais que pour toi, physiquement, il ne ressemble pas au Punisher, et je le comprends, et c'est vrai que celui qui ressemble le plus au Punisher qu'on connaît, qui était au cinéma, bah, c'est Dolph Lundgren, on est bien d'accord. Mais est-ce que vraiment il posait des questions, ce film? Bon, je suis pas certain. Donc là, John Berntal est vraiment bien choisi, bien trouvé. Il exhale une animalité, une puissance, euh, une aura de violence, vraiment une aura animale quoi, qui est vraiment réussie. Son traitement est plus fin qu'on ne pourrait le penser. Parce qu'il y a tout un tas de problématiques justement là-dessus, sur l'éducation, sur tout le reste. Est-ce qu'en fait c'est la guerre qui a rendu violent Frank Castle, ou est-ce qu'il était déjà violent avant la guerre et que la guerre lui a permis de se connecter à cette violence? C'est une vraie question, parce qu'on a plusieurs séquences justement, on le voit avec ses enfants, et comment il se conduit avec eux, comment il les éduque en fait. Voilà. Donc on sent de l'amour, on sent tout ça. Mais ça reste, comme je vous le dis, à chaque seconde, on ne sait pas comment il va réagir, et surtout c'est traité. Toutes ces parties-là sont traitées. Et le joue formidablement bien. Il le joue formidablement bien. Voilà. Enfin, en tout cas, d'une manière réaliste. Le combat personnel, de comment on se contrôle soi ou pas. Le fait que justement, il cherche très peu la relation parce qu'en fait, il sait très bien que euh, les réflexes qu'il a acquis pendant la guerre, le nombre de morts qu'il a sur la conscience, pourquoi il a fait ça? Est-ce que vraiment ça a servi? J'ai fait ça pour ces Américains-là, pour ce qu'ils vivent aujourd'hui. C'est pour ça. Donc voilà, donc il va être confronté à son. Et c'est aussi ça qui est intéressant, justement, je parlais d'antagoniste plus tôt. Il va être confronté à ses clones, quoi. À ses clones, qui sont les mêmes que lui, juste leurs choix sont différents. Et c'est très très intéressant parce que, encore une fois, c'est contemporain. Et alors, d'une, évidemment, il faut bien le positionner un héros. Donc, de toute façon, par contraste, il faut montrer en quoi c'est un héros. Et justement, c'est super bien montré par l'acteur, notamment. Voilà, par l'acteur en lui-même. Même chose pour Micro, qui lui est vraiment un Edward Snowden, quoi. C'est un personnage qui a tout ce qui ferait plaisir à tout le monde. Une famille, un métier, de l'argent, des projets. Juste ce qui lui manque, c'est bah, d'influer sur le monde, quoi. Ce qui lui manque, c'est d'avoir un rôle actif dans notre société. Et en choisissant lui, qui est un peureux, qui a toujours été derrière un écran, enfin en tout cas c'est expliqué comme ça, fait un acte de bravoure incroyable. Acte de bravoure qui lui fait tout perdre. Et ça aussi c'est super important à l'heure des lanceurs d'alerte. On est presque en train de fabriquer de nouvelles lois pour empêcher qu'ils existent quand même. Enfin, je veux dire, c'est énorme, quoi. Donc il y a tout un jeu en plus avec le personnage autour de la surveillance. Et donc c'est marrant, quoi. Ce sont des systèmes très puissants, extrêmement puissants, qui nous contrôlent tous. Et c'est assez drôle de voir ces outils surpuissants utilisés justement par quelqu'un qui est sorti du système mais qui connaît par cœur comment ça marche, quoi. Et on voit que juste le système en lui-même est d'une puissance infinie, puisqu'une seule personne peut arriver à faire énormément de choses justement grâce à ce système. Donc imaginez un État. Enfin, c'est complètement dingue, quoi. Donc là, il retourne le truc, c'est génial. Et l'acteur est excellent, je ne connaissais pas cet acteur. Il est touchant de dingue, alors que moi, c'est pas, honnêtement, c'est pas les trucs qui me. Enfin bon, voilà, mais il est extrêmement touchant. On sent la culpabilité de ce qu'il a vécu.
On sent aussi la force du faible. Alors, je me mets entre guillemets parce que bon, pour le coup, oui, c'est Castle le fort, et avec tous les défauts du fort. Voilà, avec tous les défauts du fort, et donc il en devient faible de ce point de vue-là, c'est-à-dire l'aspect incontrôlable. Il ne peut pas se contrôler. Il a une grande force intérieure, une grande force d'entêtement, et c'est justement ce qui l'a rendu aussi dangereux, en fait. Ce qui est un peu l'inverse de Micro, quoi. Qui, lui, est l'inverse, quoi. Et l'inverse de ça, et donc il a besoin de quelqu'un comme Frank Castle pour agir là où lui n'oserait pas agir. Mais inversement, euh, lui arrive à contrôler ses pulsions, ce qui sert aussi extrêmement bien à Frank Castle pour justement lui-même se rééquilibrer. Même si c'est vraiment bien fait, puisque dans la série, Frank parle pas beaucoup, hein, vraiment. Je sais pas combien il a de lignes de dialogue, mais enfin, franchement, c'est pas tout ça, hein. Par contre, oh, oulala, qu'est-ce qu'il en a? Enfin bon, acteur très touchant, vraiment étonné, hein, parce qu'il me semble que dans le comics, il est plutôt un certain poids. Là, non, 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 il est plutôt fin, voilà. Tête de mec lambda, quoi. Voilà. Mais il est excellent, extrêmement touchant, plusieurs scènes très touchantes. Il y a aussi une naissance d'une amitié, et c'est toujours un truc. Voilà, ce sera la minute macho, mais qui est vraiment spécifique à l'homme. Enfin, j'ai rarement vu chez la femme. C'est à la fois ce désir de se confronter, mais un désir de se confronter pour devenir meilleur ensemble. Voilà, et donc c'est très dur les uns envers les autres, euh, mais c'est aussi ça qui nous fait reconnaître un ami important. On a vraiment cette relation qui se construit. Et l'acceptation aussi, l'acceptation de ce qu'est l'autre pour ce qu'il est, même si de temps en temps il y a des pétages de plomb. Voilà, désolé pour la minute macho. Voilà, donc personnage super intéressant et extrêmement bien joué, très touchant. Euh, donc ensuite on a Madani. Alors bon, je suis moins fan, je la trouve, elle me rappelle Rachida Dati. Bon, plus jolie, hein, franchement. Son nom de base c'est Amber Rose, donc finalement les Amber Rose, bah écoutez, elles sont plutôt pas mal, hein. Enfin, là, je sors de la critique. Elle a plus un rôle, c'est l'idéaliste, têtu, frontal, donc on a déjà vu ça 40 000 fois. Son arc évolutif est pas extrêmement évolutif, c'est pas voilà, c'est un personnage dont beaucoup d'actions et de réactions permettent de faire avancer le récit pas loin du Deus Ex Machina. C'est voilà. Donc c'est complexe. Je sais pas vraiment si c'est pas juste un personnage utile, plus qu'un personnage qui a une réelle valeur propre. Bon alors je suis peut-être dur, hein, mais voilà. Après le personnage est intéressant, il n'y a pas de problème, mais voilà. Je la trouve pas claire. L'actrice la joue bien, voilà, pas rien d'incroyable, mais ça fait le job. Je préfère son assistant, qui lui est justement beaucoup plus. Bah, on voit les dommages collatéraux justement d'une tête brûlée comme Madani. Il le joue très bien. Bon, voilà, je ne dirais pas plus. Je pense qu'après, on sait rapidement ce qui pourra arriver avec ce personnage, ce second. Mais il est très bien. Ils ont trouvé un acteur avec des grands yeux, des très grands yeux, et donc il est sympathique tout de suite, quoi. Rappelle un peu un enfant, malgré sa barbe. Et bien trouvé, très bien trouvé. Donc on a ensuite Bill Russo. Ah là là, ah vraiment ma découverte de la série. Vraiment,
intéressant, riche, aussi charmant qu'intriguant, euh, malin, ambitieux, stylé. Et c'est drôle aussi, puisque il est ami avec Franck, et effectivement, si on les voyait ensemble, bah, d'ailleurs on le voit à des moments, on se dit, mais c'est pas possible qu'ils soient amis, ils sont trop différents. Ils n'ont rien à voir, ils n'ont pas le même style, ils n'ont pas la même dégaine, ils portent pas dans le corps la même douleur, alors qu'ils ont fait tous les deux la même guerre, quoi. Un qui est trapu, dur, très, très marqué, et l'autre est éthéré, très longiligne, toujours en costard. C'est pas possible, quoi. Enfin, voilà. La résilience, quoi. C'est qui a le plus de résilience entre les deux, quoi. C'est Franck, c'est Billy, ou c'est Curtis. Curtis qui, pareil, bon, voilà, est à la fois fort et faible, euh, sans un homme blessé, mais qui en même temps a assez de richesse pour souhaiter la partager. Bon, pareil, acteur très bien choisi, il joue très bien son rôle. Euh, Confident parfait, il a vraiment la dégaine, pareil, hein, et bon, je vais pas faire tous les acteurs, hein, mais le dernier, qui m'a intrigué. Ouais, c'était Lewis Wilson, Daniel Weber. En fait, je crois l'avoir vu, j'ai pas vérifié, mais je suis à peu près certain que c'est lui. Vous allez bien l'avoir déjà vu quelque part. C'était le Lee Harvey Oswald de la série tirée des romans de Stephen King, 11, je sais plus combien, 63, sur l'assassinat de Kennedy. Déjà à l'époque, j'avais trouvé intense. Alors j'ai toujours un problème aussi avec le côté intense, puisqu'il y a un côté surjeu. Donc il est pas loin du surjeu, hein, qu'on soit clair. Il est pas loin du surjeu, mais c'est bien choisi d'avoir un blond face à un brun, ça fait un contraste, le yin et le yang. Le fait qu'il soit jeune, l'autre soit plus vieux, expérimenté, et surtout le personnage qu'il joue est riche, quoi. Notamment sa relation avec son père, quoi. C'est mon fils, c'est pas mon fils. C'est quoi? C'est une bombe, c'est une arme, c'est quoi? Évidemment, les retours qu'on peut avoir par rapport justement à Franck. Qu'est-ce que Franck peut penser d'un mec comme lui? C'est voilà. Donc c'est hyper riche. C'est encore une fois assez couillu, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire de son savoir, ce Whitson? Qu'est-ce qu'il va en faire? Et donc voilà, donc assez riche aussi de ce point de vue-là. Donc même chose, bon voilà, je vais pas faire tout le casting. Bon voilà, j'ai fait déjà hein, pas mal de gens. Vraiment content, hein. Encore une fois, quand je fais le comparatif avec, voilà, je dis Iron Fist pour voilà quoi. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdu. Je viens de regarder un truc, je me suis perdu. Ouais, donc les acteurs sont plutôt bons, hein, voilà. Et même les acteurs secondaires sont plutôt bons. Ils ont un rôle à jouer dans l'intrigue, tous. Comme je dis, oui, voilà, c'est pas le cas de Iron Fist, c'est pas le cas de Luke Cage. Voilà. Donc là, vraiment, les personnages sont bien placés, ils avancent correctement et ils nous permettent de voir tous ces éléments intéressants. Donc, je disais que ça parle de guerre, ça parle vraiment de guerre, hein. Voilà. Quand est-ce que la guerre s'arrête pour un soldat? Et même pour un État. Un État en guerre, même si c'est pas sur son propre sol, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Donc il y a pas mal de choses qui viennent de l'actualité, hein. Il y a tout ce qu'on avait su, puisque tout démarre justement par une vidéo leakée de micro d'une d'une exécution d'une personne par des Américains masqués. Donc c'est une réminiscence un petit peu de ce qu'on avait pu voir dans les camps de Guantanamo, comment se comportent les militaires américains, comment le public l'accepte ou le refuse, est-ce qu'on peut faire une guerre propre ou pas.
euh, les intérêts géopolitiques et stratégiques, les désirs personnels de personnes impliquées qui, elles, ont leur propre ambition et ils surfent sur une situation de crise pour en tirer bénéfice. Et qu'est-ce que ça veut dire pratiquement dans les faits? C'est-à-dire, est-ce que justement, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui en pâtissent? Alors évidemment, les victimes directes, hein, les gens qui se font tuer, déjà, qui ont pu être des amis il y a quelques mois de l'État américain et qui, quelques mois plus tard, deviennent des ennemis. Voilà, tout simplement, deviennent des épouvantails pour cacher autre chose derrière. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Est-ce que l'info transite, elle transite pas? Est-ce que c'est possible de la vérifier? Est-ce que c'est possible de vérifier euh, ce que font des gradés, des gens avec un peu de pouvoir et avec une force de frappe de soldats expérimentés sur le terrain? Est-ce que vraiment tout ça est vérifiable? Est-ce qu'on peut pas se l'arroger à soi? Donc, pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Même chose, qu'est-ce que ça veut dire pour les bras armés de faire ça? Encore une fois, soldats, donc pour ceux qui étaient militaires, qui sont dans un métier du type hiérarchique très fort avec des codes hiérarchiques très précis ou qui ont fait leur service, ou pour les autres qui connaissent des situations proches, euh, voilà, c'est l'une des premières choses qu'on nous apprend. C'est on ne désobéit pas à un ordre d'un supérieur. Un supérieur est notre supérieur. Les seules fois où on peut désobéir à un ordre d'un supérieur, c'est quand la tâche qu'on nous a donnée est très précise et on nous a demandé de faire cette tâche. Forcément, un supérieur nous a demandé, c'est un supérieur qui nous a demandé de faire cette tâche. Et un autre supérieur souhaiterait qu'on la fasse autrement. Et ben là, effectivement, on doit rester sur l'ordre de départ. C'est les seules fois où un soldat peut être, comment dire, ne pas refuser un ordre d'un supérieur. Ce qui pose parfois des conflits de commandement et ainsi de suite, hein. Ça aussi. Voilà. Donc, ça aussi. C'est-à-dire que des soldats qui se posent trop de questions, bah, est-ce que ce sont des bons soldats? Moi, je donne pas, c'est pas mon avis en soi, c'est des questions qui se posent. Moi, mon avis, c'est que bon, j'aime pas les chefs, donc j'aime pas qu'on donne des ordres, donc j'ai du mal à donner des ordres. Mais ça n'empêche que je peux comprendre l'intérêt de la chose pratiquement, encore une fois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour ces soldats? Comment on différencie? On démissionne parce qu'on n'est pas d'accord avec le supérieur. On lui fait des procès. Mais quand on est sur de la pratique, le gars il est là. On te dit, tu as un ordre, tu tues pas. Il y en a un autre qui te tue derrière. Bon. Et quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en plus, quelle est l'information qu'on a eue? Est-ce qu'on a assez d'informations pour savoir réellement si notre action de soldat, elle est positive ou pas? Mais non, si tous les soldats se posaient des questions de ce type, bah, on n'arrêterait pas. Donc c'est quoi le niveau de responsabilité? Le soldat, c'est quoi? C'est un être humain qui décide d'obéir, ou est-ce que le soldat n'est juste qu'une arme qu'un supérieur utilise pour tirer? Donc voilà, donc la série parle de ça extrêmement bien. Et qu'est-ce que ça fait justement quand on n'a plus ce supérieur au-dessus de soi et qu'on vit dans une vie de tous les jours, on n'a plus personne pour nous activer. On s'active nous-mêmes. C'est des bombes à retardement. Une fois qu'on a réalisé ce que c'était, est-ce qu'on dit ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait? Ou est-ce que c'est déjà pas une double peine que de le faire? Ah non, la série parle de ça, c'est énorme quoi. Voilà, c'est énorme. Aussi la réception des gens, des proches sur les vétérans. Comment on reçoit des vétérans après une guerre comme ça? Qu'est-ce que peut penser un vétéran qui s'est engagé pour le bien-être de l'Amérique et qui se rend compte que bah, d'une, il n'est pas respecté et de deux, bah, l'Amérique va à volo dans sa propre vision. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a perdu une jambe, voilà, qui a eu les boyaux de son, j'allais dire son collègue, non, ses collègues, mais enfin c'est pas, de son co-religionnaire plutôt, dans les mains.
Comment on peut revenir de ce type d'expérience comme ça, quoi? Sans rien. Évidemment que c'est impossible. Enfin, si, les psychopathes, certainement y arrivent, mais les gens normaux, voilà. Qu'est-ce que ça déclenche en nous? Qu'est-ce que ça déclenche? Il y a tout ce système d'obéissance aussi. Sortir de ce type de système, c'est aussi reprendre euh, sa liberté de penser, sa liberté d'agir. Et ça, même chose, quoi. C'est très flippant quand on est resté pendant des années comme ça, dans cette situation-là. En sortir, c'est quand même assez compliqué. Et surtout, quand on nous a demandé des compétences extrêmement hautes et extrêmement mortelles, quoi. On a toujours peur, en ayant juste plus que notre cerveau. On va croire que ça m'est arrivé à moi, non, non. Mais en tout cas, ça peut complètement se comprendre. Que bah, on n'a plus personne, on n'a plus de garde-fou. Il suffit que notre cerveau aille pas bien et on peut tuer tout le monde, quoi. Enfin, on a les capacités, quoi. C'est donc effectivement du lourd. Donc j'ai entendu parler de Jason Bourne. Ouais, dans un côté, le gars ressemble à rien, mais il sait tout faire. Oui, mais enfin, il n'y a pas du tout l'aspect qui est Jason Bourne quand même. C'est au départ un gars qui sait même pas qu'il a ses capacités. Lui, il le sait très bien. C'est l'inverse. Il sait très bien qu'il a toutes ses capacités. Voilà. Et justement, il veut pas s'en servir. Enfin, une partie du récit, il préfère pas s'en servir, on va dire. Donc voilà, c'est autour de ça. Il y a aussi un grand débat sur les armes. Et étonnamment, bah, ce débat est gris, quoi. Je m'attendais à soit on est anti-armes, dans une logique de gauche et tout, enfin voilà, soit inversement on est pro-armes. Eh ben non, la série ne tranche pas. Alors pareil, il y a des gens qui ont critiqué ça, et ils ont le droit. Et moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. C'est justement, on développe des arguments pour l'un et pour l'autre. Et ensuite, c'est à nous de choisir par rapport à ces arguments. Et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que c'est très gris. En fait, cette série est très grise. Ce qui paraît complètement étrange pour un personnage aussi binaire que le Punisher. T'es gentil, t'es méchant. T'es gentil, bah je te fais un demi-sourire, parce que c'est quand même le Punisher, ou je t'aide. T'es méchant, je te bute. Voilà. Eh ben non, c'est gris. C'est extrêmement gris comme série. Voilà. Donc gris, l'espace où on peut réfléchir. Voilà. Entre les deux extrêmes. Voilà. Donc étonné, vraiment étonné. Donc première partie de la série, on est vraiment plus sur c'est quoi d'être vétéran, qu'est-ce qu'on devient aux États-Unis après avoir fait tous ces actes difficiles, comment on se reconstruit ou comment on se déconstruit. Ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est plus sur les choix, comment à partir d'une même expérience, on en arrive à être géré par ses choix. Oui, je peux pas trop en dire, je ne vais pas spoiler. Par ses choix passés, qui peuvent remonter à très 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 loin. Et qui peuvent pousser donc justement à combattre des gens qui sont comme nous. Mais justement, ils sont comme nous. Est-ce qu'ils sont comme nous jusqu'au niveau animal? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et la troisième partie, c'est la résolution de l'arc dans son entier. Donc, voilà. Moi j'ai été très très surpris positivement. Je m'attendais plus à rien tellement j'avais été déçu par les autres séries. Et ben, je suis content. Après, ça pourrait ne pas s'appeler le Punisher, que de toute façon j'aurais aimé. Donc, c'est pas, voilà. Mais on a quand même le droit, comme je vous ai dit, hein, quelques séquences Punisheresques en diable, vraiment en diable, en diable. Et je vous dis, comme elles sont peu nombreuses, elles sont d'autant plus impressionnantes. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir à voir et à chaque fin d'épisode, enfin en tout cas, bon, moi ça me l'a fait.
À chaque fin d'épisode, bah, je me posais des questions, quoi. Ah, qu'on soit bien clair, on est loin de l'œuvre ultime, hein, voilà. Mais en série télé, bah, ça fait plaisir de voir ça. Voilà. Ça fait plaisir, cette rectitude. Il y a de l'humour dans cette série, mais vraiment bien dosé, de manière cohérente. Euh, Comme je vous ai dit, il y a des débats de société, hein, vraiment importants. Il y a la logique de l'obéissance, comme je vous l'ai dit aussi, hein, c'est on obéit à qui. Donc il y a tout un truc sur la politique aussi, hein, l'anarchie face à la démocratie. Enfin, voilà. Euh, le concept, oui, comme je vous ai dit, de résilience, ça veut dire quoi la résilience? Comment ça se pratiquement ça ressemble à quoi? Voilà, la fin est déjà un peu plus convenue. Alors j'ai entendu des choses sur le fait qu'il y avait des côtés gnangnan. Mais ça aussi, c'est traité dans l'histoire. C'est traité. Il y a énormément de lucidité dans cette série. Énormément. Ouais, c'est clair que si ça va pas bien en ce moment, faut pas la regarder, les gars. Vous les finir, faut pas. Par contre, si vous trouvez qu'il y a des choses à penser dans notre monde d'aujourd'hui et que ça vous pose problème, ben, c'est une bonne série pour vous, hein. Voilà, c'est une bonne série pour vous. Et si vous aimez l'adrénaline, pour être plus précis, les coups d'adrénaline, c'est aussi une bonne série pour vous. Par contre, si vous n'attendez que du bang bang, coup de tatane et tout le reste, ce qui peut être très cool, bah, ça n'est pas le cas dans cette série. Voilà. Donc voilà pour ma conclusion non spoil. Vraiment ravi, je la mets à hauteur de Daredevil, alors j'ai dit plus tôt, mais j'ai pas dit pourquoi. Alors, parce que thématiquement, elle est extrêmement riche, enfin, plus riche que Daredevil. Pourtant, il y a des thématiques proches, mais plus riche, vraiment. Pas que Daredevil n'est pas riche, c'est riche aussi, mais on reste sur deux, trois thématiques, hein, la justice, le dépassement de classe, voilà, oui aussi la dualité animal-humain. Voilà, animal au sens ésotérique, puisque le diable n'est pas un animal, mais bon, les besoins animaux, quoi. Les besoins prioritaires. Non, non, là, il y a beaucoup plus de thématiques et vraiment, là-dessus, c'est très, très riche. C'est vraiment très riche. Euh, Au niveau des acteurs, bon, c'est à peu près cohérent, hein, voilà. Le fait même que ça parle de plusieurs thématiques, ça fait que l'intrigue rebondit beaucoup plus régulièrement. Parce que forcément, il y a énormément de choses qui nous voient et on se dit, tiens, ça me rappelle ça. Ça me rappelle ça, ce qui s'est passé à tel moment, ça me rappelle ça, d'accord, ils ont dit ça. Est-ce que ça va se terminer de la même manière? Daredevil, c'est moins le cas. C'est, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai préféré au Punisher. Ce que j'ai préféré dans Daredevil, c'est que, justement, plus stylé, c'est plus mythologique, c'est plus poétique. Et comme je suis un visuel, bah, forcément, ça me parle. Donc, de ce point de vue-là, je préfère Daredevil. Donc, c'est difficile de choisir. C'est pas du tout la même ambiance. Mais bon, je le mets très proche de Daredevil. Voilà. Voilà, messieurs, dames, la suite plus tard. Je ne sais quand, mais il y aura du spoil. Voilà.